Bonjour à tous, je suis Yves Couture, le directeur de GMJ Félix Formation, organisme de formation spécialisé dans les formations en réglementation douanière et en technique du commerce international. Je suis ravi de vous retrouver pour cette conférence du SITL Online Morning sur les perturbations dans le transport international de marchandises. Voilà, donc vous savez tous que depuis la crise sanitaire, le transport international de marchandises traverse sa crise, à mon avis, la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein, on trouve difficilement des places à bord des avions, on ne trouve plus de containers, les tarifs s'envolent, les délais d'acheminement augmentent sensiblement. Donc, on va faire ensemble avec nos spécialistes un état des lieux et essayer de vous donner des pistes pour vous adapter à cette nouvelle situation, voir comment on pourrait tous s'en sortir, est-ce que cette crise va durer. C'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre durant ces 3 quarts d'heure que l'on a à notre disposition. Alors, petite précision sur l'organisation, nous allons donc débattre pendant à peu près une 35 minutes. Puis ensuite, on vous donnera la parole pendant 10 minutes pour poser vos questions et on essaiera, dans la mesure de nos moyens, d'y répondre. Donc, écoutez, je vous propose à chacun des conférenciers de se présenter et puis ensuite, nous commencerons le débat. Très bien. Donc, je vais commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Éric Bélissant. Je suis directeur maritime sur le périmètre France et Maghreb au sein de l'entreprise DB Schenker et j'aurai le plaisir d'intervenir lors de ce moment ce matin. Bonjour, je vais continuer alors. Bonjour à tous. Je m'appelle Enrique Falcon Deville. Je suis le responsable France pour Air France KLM Cargo et ravi d'être avec vous ce matin. Bonjour, je suis Jérôme de Riclès, je suis l'expert maritime de la société Apply et je suis ravi également d'être avec vous ce matin pour cet échange. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Bruno Play, je suis le directeur transport et douane du groupe Markem Image basé en France. Merci à tous. Donc, écoutez, commençons tout de suite. Donc, Eric, je voulais savoir quelle est la genèse du contexte que nous observons aujourd'hui dans le monde du transport maritime containerisé. Oh là, vous commencez très fort. Alors, je vais me permettre de partager mon écran en espérant que, effectivement, le visuel puisse apparaître à tous. Yves, êtes-vous en mesure de me le confirmer? Oui, c'est parfait. Très bien. Alors là, la genèse, effectivement, au démarrage, tout d'abord, un peu de rétroviseur. Au démarrage de l'année 2020, le transport containerisé venait d'achever un cycle de concentration et de régulation après plusieurs années en situation de surcapacité chronique, avec des résultats financiers qui étaient dégradés pour les acteurs de ce marché. Il faut le garder en mémoire. Et bien évidemment, le Covid-19 brise ce cycle de manière très imprévue et il vient disrupter toutes les routines qui étaient jusqu'alors en place sur notre chaîne d'approvisionnement. La première vague de confinement, elle a engendré bien évidemment, nous l'avons vécu, des fermetures massives au niveau des centres de distribution, massives au niveau des activités de production ou de manufacture, et a provoqué de facto un ralentissement également massif de l'ensemble des volumes à transporter, avec notamment en conséquence pour les armateurs un arrêt partiel des navires qui étaient opérés jusqu'alors. Et puis, passé cette première phase du confinement, nous avons vécu une seconde phase à rebours, avec cette fois-ci une reprise massive de ces mêmes commandes, une explosion des volumétries à la clé qui ont été proposées au transport, et donc de facto une réorganisation à opérer pour pouvoir répondre à cette demande au sein des moyens maritimes qui étaient mis à disposition.
Un élément qui a été constaté a posteriori, qui était difficile à lire alors, c'est le fait que certains territoires sont repartis de manière plus dynamique que d'autres, et notamment la façade Amérique du Nord, qui a relancé ses commandes et son volume d'importation de manière extrêmement dynamique, passé cette première phase de confinement, et a engendré effectivement en masse une volumétrie très importante en sortie d'Asie sur les territoires Amérique du Nord. La conséquence de cela sur nos métiers maritimes, c'est qu'effectivement, l'ensemble des moyens qui avaient été jusqu'alors laissés partiellement en jachère ont été mis à disposition de ce marché. C'était une forme de ruée vers l'or, je dirais, où effectivement, la demande en capacité de transport a permis de réutiliser de manière massive ces capacités jusqu'alors laissées en attente. Là, on a constaté déjà une première envolée des taux dans ce schéma d'offres et de demandes démultipliées. Ensuite, que s'est-il passé? Eh bien, la façade Europe a réagi quelque peu à rebours. Et là, effectivement, deux conséquences. Tout d'abord, les volumes ont également été extrêmement importants, d'abord sur la partie importation, mais également sur la relance de nos exportations. Le marché a été confronté très durement au fait qu'effectivement, les capacités qui avaient été accordées et mises à disposition sur la façade d'Amérique du Nord n'était plus présente pour la partie européenne. Et donc, on a eu un vrai décrochage entre l'offre et la demande à ce moment. Ce qui signifie en clair deux grands impacts. Tout d'abord, des délais à l'embarquement qui étaient jusqu'alors jamais pratiqués, avec des temps d'engagement très longs. Et puis, bien évidemment, une envolée des taux associés. Donc, une dichotomie qui est complètement opposée, puisque globalement, des taux de fret très élevés versus une qualité de service et d'embarquement qui s'en est trouvé extrêmement dévoyée. La visibilité qui était donnée alors, c'était de se dire que globalement, avec le nouvel an chinois, qui traditionnellement a un effet d'amortisseur dans ce type d'événement, pourrait effectivement permettre une forme de résilience et une forme de retour à la normale. Malheureusement, force est de constater que sur le premier semestre 2021, d'autres événements sont venus encore complexifier les données du jeu, puisque nous avons bien évidemment eu l'incident du canal de Suez, qui a créé un effet papillon avec une disruption extrêmement forte, alors qu'on commençait à voir des semblants, au moins au niveau grand import Asie, de régulation. Et puis, dans la foulée, une nouvelle résurgence du Covid, et qui a provoqué notamment la fermeture du port de Yantian, qui est un port chinois de référence, avec notamment un blocage au niveau des équipements qui étaient déjà à la menée sur le port, et de nouveau des rotations de navires qui ont été extrêmement mises à mal. Ça nous emmène aujourd'hui effectivement à la situation qui est la nôtre à l'orée de l'été, là où se préparent les commandes de Noël, la période de peak saison, mais également un ensemble des reliquats de commandes qui ont été engagées, qui sont encore à transporter. Eh bien, cette situation où effectivement, à la fois d'une part, en termes d'accompagnement, l'espace et l'équipement restent des facteurs extrêmement critiques, mais également une situation de marché où effectivement le déséquilibre entre offre et demande a emmené à une envolée des taux de fret qui est celle que nous connaissons aujourd'hui. D'accord. Et dans ces cas-là, quels sont d'après vous en synthèse, bien sûr, les leviers qui nous permettront d'assainir cette situation et de revenir à une situation un peu plus, entre guillemets, normale? Qu'est-ce qu'un retour à la normale? Là est la bonne question. Je dirais davantage que l'objectif serait de revenir à une forme de rééquilibrage entre la capacité à transporter dans des conditions raisonnables d'exploitation et des taux de fret médians, qui feraient le lien entre une situation passée dégradée pour la façade maritime dans des situations de surcapacité versus la situation que nous rencontrons aujourd'hui, qui est tout à l'inverse, totalement déséquilibrée à l'intention au déficit des chargeurs. Nous avons aujourd'hui, nous avons pu le relever au travers de l'événement de Yantian, un facteur X qui est malheureusement non maîtrisable, c'est la situation sanitaire qui peut nous emmener effectivement à voir se prolonger cette situation aujourd'hui rencontrée. Et au-delà de ce facteur X, je dirais que nous avons deux grands éléments sur lesquels compter. Tout d'abord, une forme de court terme, puisque le temps fait bien les choses, le temps du maritime, sur un horizon qu'on pourrait estimer de 6 à 9 mois,
qui va être nécessaire pour permettre une forme de rééquilibrage sur les parcs à conteneurs et sur les capacités d'embarquement disponibles au travers des rotations navires qui font l'objet d'ores et déjà de modifications. Et puis un second point, c'est l'accélération du programme d'achat au niveau compagnie maritime. Alors là, c'est entre les mains de nos amis armateurs au travers d'achat de nouveaux navires, donc de nouvelles capacités, mais également d'équipements qui permettra bien évidemment d'augmenter les capacités disponibles, avec la difficulté d'entrevoir quelles seront les capacités futures. Je pense que Jérôme nous en dira quelques mots tout à l'heure, pour pouvoir essayer d'avoir un cycle futur qui soit plus homogène par rapport à ceux que nous venons de passer dans un sens ou dans l'autre. D'accord. Mais alors, pour les utilisateurs, comment ils peuvent participer à cet assainissement du marché, au-delà de, évidemment, l'impact qu'ils subissent actuellement? Alors, c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup échangé dans le cadre du TLF, puisque globalement, nous avons mis en place un guide que nous avons appelé un guide de bonne pratique, qui s'adresse tout à la fois à la population des chargeurs, à la population des commissionnaires organisateurs de transport, mais également à la population des transporteurs, pour essayer de trouver des chemins médians et des pratiques qui permettent effectivement de venir assouplir toutes ces étapes de la chaîne d'approvisionnement qui peuvent heurter au-delà des grands principes que nous venons d'énoncer. En synthèse, en quoi consiste cette charte? C'est d'imaginer comment mieux travailler ces prévisions pour pouvoir se donner de la visibilité et partager cette visibilité avec autrui. C'est également savoir prioriser ces flux en amont entre l'urgent et l'important par rapport à la nature des marchandises que l'on a à faire transporter, parce que de facto, on sait qu'on va être heurté d'un point de vue engagement et d'un point de vue potentiel lead time sur son délai d'approvisionnement. Et puis, bien évidemment, un point sensible, c'est respecter ses engagements. C'est-à-dire que globalement, entre la prévision et la remise, la pratique antérieure faisait qu'il y avait souvent d'énormes écarts parce qu'il n'est pas toujours facile d'être juste à temps par rapport à sa prévision versus sa mise à disposition pour embarquement. Et ça, c'est un travail qu'il va falloir continuer à poursuivre parce qu'on ne peut pas reporter sur la partie externe, notamment la partie transport, les enjeux qu'on peut avoir au niveau de sa production et de ses entrepôts dans ce contexte actuel du moins. Donc, c'est là aussi une forme de rééquilibrage et de bonne pratique qui devra s'instituer et se distiller dans le futur. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Enrique, je voulais vous poser la question au niveau du fret aérien. Donc, quand il y a eu le lockdown, le confinement et que le trafic passager s'est effondré, on s'est rendu compte que la flotte cargo n'était pas suffisante pour transporter tout le fret aérien que l'on souhaitait. Et donc, je voulais vous poser comme première question, comment les compagnies aériennes se sont comportées pour essayer de pallier à cette situation? Très bien, merci Yves pour la question. Je pense que M. Vélissin a déjà donné très bien le contexte parce que ceci se répète aussi pour la partie de transport de marchandises par voie aérienne. Je dirais en fait que la réponse des compagnies aériennes n'a pas été la même par continent, on va dire. Je pense que Air France KLM, la compagnie que je représente aujourd'hui, a eu la possibilité d'une réponse assez rapide, je dirais. Assez rapide dans deux sens. Un sens est tout premier pour répondre à la crise sanitaire, c'est-à-dire à ces besoins que les gouvernements, notamment la France, mais aussi des gouvernements comme par exemple les États-Unis, la Chine, etc., mettaient à disposition de leur population des moyens pour faire face à cette crise. Et là, nous avons rapidement répondu à une capacité, on va dire, même si très dégradée par rapport à l'avant-crise, mais quand même assez conséquente pour réagir rapidement à ces besoins, notamment par exemple les besoins de masques
on connaît tous par le biais de toute la médiatisation de cette crise. Donc, je dirais que ça, c'était la première partie. La deuxième partie de la réponse a été là où on a vu le mode de consommation, un mode de consommation, on va dire, différent à celui de l'avant-crise. Oui, la crise était là. Oui, on continuait de transporter du matériel médical, des blouses, des masques partout dans le monde. Mais aussi, on a vu une croissance d'une consommation e-commerce. L'e-commerce était présent, on le connaissait tous, ce n'était pas une nouveauté. Par contre, je pense que le fait d'avoir l'impossibilité de voyager, de se ressourcer ailleurs que dans son pays d'établissement, a permis aussi au pouvoir d'achat de certains groupes de personnes de dépenser l'argent d'une autre façon, dans l'embellissement de la maison, dans acheter des produits de consommation comme la nourriture, par exemple, d'une qualité ou d'une origine qui n'était pas dans nos habitudes. Tout ça a créé une nouvelle forme de consommation que nous avons vue, que nous avons dû composer avec. Et ceci a créé une deuxième demande, une demande très, très forte. Tout ça s'ajoute effectivement à ces problèmes que M. déjà Bellisson a mentionnés, notamment dans le transport maritime, dont du coup l'aérien a aussi dû composer avec cette demande qui provenait aussi du maritime. Donc, nous avons eu deux moments différents comment est-ce qu'on dit, de fournir de la capacité supplémentaire. Cette première pour une première nécessité sanitaire et cette deuxième pour cette nouvelle demande qui était croissante petit à petit pendant la crise. À ça, Air France-KLM a répondu de deux façons. Et je dirais de forme générale, les compagnies aériennes ont répondu de deux façons. Premièrement, nous avons mis rapidement à disposition toutes les capacités full cargo, c'est-à-dire des avions qui étaient déjà destinés 100% au transport de marchandises. Mais une deuxième, avec beaucoup de créativité, et je dirais là, chapeau à tout l'ensemble de l'industrie de transport aérien, de mettre à disposition des avions passagers que pour du cargo. C'est-à-dire que comme il y avait ce fameux lockdown, les frontières étaient fermées et les passagers ne voyageaient pas, donc du coup, nous avons soit transformé des avions avec ce qu'on appelle le cargo in cabin, c'est-à-dire qu'en plus de toutes les soutes, nous utilisions aussi la cabine, le pont supérieur, là où il y a les sièges passagers pour pouvoir transporter du fret additionnel, soit aussi également des capacités soutes plus importantes. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de bagages passagers, nous disposons aussi d'une capacité soute plus importante. Donc, ça a été une réaction à deux temps, je dirais, mais une réaction assez rapide pour pouvoir pallier à ce phénomène. Et d'ailleurs, je dirais qu'on va dire à la fin de l'année 2020, nous disposions déjà de 80% du réseau qu'on avait avant crise, que pour le cargo. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que les taux de fret aérien aujourd'hui ont atteint leur plus haut et qu'on devrait voir une petite baisse? Très bonne question. Je dirais oui, on a atteint le palier, je pense, supérieur sur les taux de fret aérien. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, les taux de fret ont déjà considérablement baissé. Pourquoi ils ont considérablement baissé? Parce que tout simplement, les compagnies aériennes se préparent et je l'espère vraiment, à un été assez actif. Assez actif parce que les gens ont envie de voyager. Les taux de vaccination sont de plus en plus élevés. Certains pays ont déjà ouvert leurs frontières, certains autres restent fermés, mais avec certaines possibilités de voyage. Donc, du coup, je dirais que toute cette capacité qui a été, comme on dit dans le jargon aérien, grounded, mise à terre par toutes les compagnies aériennes, on voit maintenant un nouvel élan
pour redémarrer ce transport de passagers. Et ça permet bien évidemment de créer des capacités supplémentaires. Pour vous donner une idée, Transavia, une de nos filiales, Transavia a déjà le même niveau d'appareil actuellement en utilisation d'avant-crise. Donc ça permet de dire aussi effectivement qu'on peut rencontrer déjà des capacités assez similaires à l'avant-crise. Ça reste quand même inférieur, mais assez similaire à l'avant-crise. Et non seulement de groupes comme Air France KLM Cargo ou Air France KLM, comme je vous avais dit, nous avons réagi très rapidement, mais aussi de l'ensemble des compagnies aériennes. Certaines compagnies ont disparu, il ne faut pas l'oublier. Ça a été un impact extrêmement difficile pour nous, mais je pense qu'aujourd'hui, on commence à voir déjà des capacités beaucoup plus similaires. L'été va être très, très actif. Par contre, je dirais qu'on ne va plus retourner aux tarifs qu'on avait avant crise. Il faut dire que, encore une fois, mon collègue qui m'a précédé a bien parlé de new normal. Hier, je présentais mon plan de transformation aux dirigeants du groupe Air France KLM et là-dessus, je démarrais par ça, par le new normal. Le new normal, ça veut dire vraiment une capacité d'agir très rapide, d'adaptation très rapide. Et je pense que ceci requiert aussi des moyens et des moyens que quelquefois nous devons fournir, mais aussi nous procurer, qui ne sont toujours pas là dans le moyen de transport aérien aujourd'hui, et je dirais dans le transport en règle générale. Et il y a un deuxième élément très important à considérer, c'est cet engouement pour le SAF, pour le Sustainable Aviation Fuel, plutôt ou qui se souscrit aussi de l'ordre général de la responsabilité sociétale que nous avons les entreprises de transport aussi, et qui demande aussi aujourd'hui des moyens supplémentaires, plus chers, pour pouvoir acheter un fuel qui est renouvelable, qui provient de sources renouvelables. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut très rapidement s'attendre à un retour de qualité de service normal de la part des compagnies? Rapidement. Je dirais que oui. Le fait que nous ayons de plus en plus de vols passagers, ça va nous permettre de retrouver aussi un niveau de qualité supérieur. Je dirais aussi que mon prédécesseur a également parlé du TLF. Nous aussi, on vient d'avoir des réunions assez conséquentes avec le TLF pour pouvoir effectivement signer cette fameuse charte qui, pour le maritime, est là et que pour l'aérien devrait venir assez rapidement pour justement trouver la justesse nécessaire sur cette qualité et respecter nos engagements, non seulement auprès de nos clients transitaires, mais surtout de nos clients chargeurs et receveurs aussi. D'accord, merci bien. Alors, Jérôme, les ports sont congestionnés, on l'a vu, les services maritimes sont irréguliers. Et je voulais vous poser la question du report modal. Est-ce que c'est quelque chose de pertinent aujourd'hui pour faire face à cette crise du transport? Alors, c'est quelque chose qui s'envisage de plus en plus sérieusement, effectivement. Là, on vient de fêter si on reste très focus sur le corridor Asie-Europe, qui est quand même la grosse machine en termes de demande. Sur l'Asie-Europe, on vient de fêter les 10 ans des routes de la soie ferroviaire. Et effectivement, on a des taux de croissance à 2 chiffres sur les volumes emportés. Et l'effet Covid et le rallongement des transit times maritimes observés ces dernières années, avant même la période Covid, si on revient sur la mise en place du super slow steaming, a donné effectivement une pertinence économique en termes de services à ces routes de la soie conteneurisées ferroviaires. Aujourd'hui, on est un petit peu embuté en termes des capacités. C'est-à-dire que même si l'outil ferroviaire et l'offre ferroviaire est beaucoup plus large et s'est accéléré avec la pandémie, on ne peut pas, avec des trains de 120, 130 conteneurs, avoir des capacités d'évacuation, surtout quand on a un marché en très forte tension, comme c'est le cas en ce moment.
qu'on peut bien sûr avoir avec des navires. Donc, une réponse nuancée sur la partie ferroviaire, oui, elle est de plus en plus utilisée, des taux de croissance à 2 chiffres phénoménaux trimestres les uns après les autres, mais déjà une saturation de cet outil ferroviaire, puisque effectivement, il est très très difficile de pouvoir positionner des chargements avant la fin de l'été. Ça reste quand même, si on parle tarif, une option attractive, parce que les taux de fret spot FAK à l'horizon du mois de juillet atteignent des plafonds tellement stratosphériques qu'on peut avoir des solutions, quand on a de la place, ferroviaire qui financièrement se justifie pleinement, surtout si on tient en compte qu'on arrive par ce biais à échapper à la double peine de la congestion portuaire et de la non-garantie d'être à bord du navire. Donc, effectivement, ça n'est pas à négliger. Une autre option, alors là, je vais prendre volontairement un petit peu le contre-pied parce qu'on est dans une logique d'urgence. Bien sûr que toute l'industrie maritime est très sensible aux enjeux environnementaux et elle y travaille beaucoup et elle investit beaucoup d'argent. Mais si on pense urgence, faire du transcontinental de façon en routier, alors bien sûr aussi, on est sur des capacités très restreintes, mais on a un certain nombre d'opérateurs, dont un de nos panélistes aujourd'hui, qui aujourd'hui offre des solutions alternatives en tout route. Ça paraît assez incroyable, ça paraît peu fondé, mais aujourd'hui, ça peut être dans l'urgence une réponse pour ce qu'on appelle des hot delivery, de commencer à se pencher sur ce genre de questions-là. Là encore, on évite le nœud portuaire, on évite les incertitudes liées aux opérations des compagnies maritimes et on a du door-to-door. C'est à prendre en considération. Donc ça, c'est pour les questions de report modal. Après, là où il n'y a pas d'alternative terrestre, j'ai envie de dire, il faut regarder aussi peut-être un peu plus loin dans les familles du maritime élargi. C'est-à-dire que nos supply chains, ces 20 dernières années, se sont conformés aux 40 pieds dry iCube, qui est quand même maintenant la référence d'unité de chargement en transport maritime. On y a effectivement adapté nos plans de chargement, nos usages, nos quantifications, tous nos outils SAP, Oracle au niveau des supply chains. Il faut essayer de challenger un petit peu ça. On voit encore trop la force de l'habitude sur la façon de faire rouler les flux et de faire rouler les affaires. On est en période de crise. Explorons les solutions en 20 pieds. Explorons les solutions en reefer as dry. D'accord, ça restera en termes de capacité des solutions à la marge, mais particulièrement sur des produits sensibles et attendus, les compagnies maritimes sont aujourd'hui à l'écoute de l'utilisation un peu décalée par rapport à l'hégémonie du 40 pieds iCube Dry de ce type d'équipement. Également, je pense aux marchandises les plus pauvres, qui sont quelque part les plus pénalisées par la flambée stratosphérique des taux de fret aujourd'hui. Il y a la question du report sur le conventionnel. C'est une question sur de la chimie de base qui peut se poser, sur passer de logique bulk en conteneur ou vrac en conteneur ou en sache sur des logiques conventionnelles big bag, sont des choses qu'on voit. On voit que le marché des grumes, qui a été assez largement dernièrement passé à la conteneurisation, pas sans problème d'ailleurs, parce que vous imaginez bien que transporter du bois dans des conteneurs, ça peut être quelquefois un peu violent. On a vu des marchés de grumes qui sont en train aujourd'hui de revenir au conventionnel. Avec un problème, c'est que la conteneurisation maritime a été tellement hégémonique ces dernières années, ces dernières décennies même, que les types de navires conventionnels spécialisés sont aujourd'hui très difficiles à trouver sur le marché. Les flottes de grumiers, ça devient quelque chose de rare. Autre option maritime intéressante à creuser aussi pour essayer de s'échapper momentanément de ces grands services conteneurisés, ça peut être effectivement tout ce qui est services rouliers. Il y a des services rouliers d'IPSI qui existent. Ce sont des niches, c'est vrai, assez profitables pour leurs opérateurs, mais ce sont aussi des alternatives qui méritent d'être challengées
surtout quand on est dans la période d'inconfort actuelle. D'accord. Et je vous pose la même question que j'ai posée à Enrique tout à l'heure. Jérôme, c'est est-ce que d'après vous, on atteint le maximum des taux de fret maritime? Alors, bon, dans les tarifications maritimes, il y a un trendsetter, il y a dans les tarifications maritimes conteneurisées ce qu'on appelle le FAK, les taux FAK, les taux Freight All Kind, c'est-à-dire pour de la marchandise sèche non dangereuse, au spot. Ce sont des tarifs qui sont publiés, ce sont des tarifs qui sont les plus partagés et les plus connus, et ce sont eux qui donnent la dynamique au marché. Tout le marché n'est pas aligné sur ces fameux taux FAK, j'ai envie de dire heureusement, mais ce sont eux qui donnent la dynamique. On a des projections occidentales pour le mois de juillet et le mois d'août à l'import d'Asie-Europe. On entend parler de taux à 15 voire 17 000 euros, le dollar, pardon, le 40 pieds. Quelques commentaires là-dessus. On atteint, comme le disait Enrique tout à l'heure, pour sa partie aérienne, on atteint des seuils hauts qui font que psychologiquement, surtout si on n'a pas une qualité de service associée, on peut se poser la question très sérieusement de faire ou de ne pas faire les opérations avec des niveaux de tarification tels. J'ai envie de dire, si vous me challengez un peu sur mon ressenti sur quelle va être la dynamique du marché pour le deuxième semestre, et je rejoins Enrique dans son analyse, dans la perception qu'on a, semble-t-il, atteint des paliers hauts, en tout cas dans les effets d'annonce. Et j'ai envie de vous présenter ça sous deux angles, sous deux prismes différents, sur ce prisme pour ces prismes d'évolution du marché. Premier prisme, c'est le prisme occidental, des compagnies occidentales. Les compagnies occidentales, les trade managers dans les compagnies maritimes, ça reste un ADN très trader. Donc, plus on gagne, plus on joue, plus on joue, plus on gagne. Et il y a cette spirale un petit peu démente, hein, il n'y a pas d'autre mot, que l'on observe aujourd'hui sur cette accélération forte des tarifications qui paraissent décorrélées de toute notion de service ou même de toute notion de marché. Ça, c'est l'approche occidentale où effectivement, on va challenger les limites, on va chercher où sont les points hauts du marché et on va essayer de les atteindre avec une idée derrière qui va être de faire atterrir le marché sur des points hauts. Ça, c'est la vision occidentale. La vision chinoise des choses aujourd'hui est pour moi complètement différente. C'est-à-dire que vu d'un angle chinois et vu d'un angle des exportations chinoises, des taux de fret stratosphériques, ça n'est pas du tout dans l'intérêt des Chinois. Et c'est encore moins dans l'intérêt des Chinois aujourd'hui. Que les compagnies maritimes gagnent leur vie, oui. Qu'elles puissent faire face aux enjeux écologiques et d'investissement associés, oui. Qu'elles puissent en profiter pour restaurer de la qualité de service, oui. Mais l'outil productiviste chinois, avec ses impératifs de croissance à 2 chiffres, ne peut pas se permettre d'être bloqué ou d'être freiné. L'appareil productiviste chinois a déjà souffert, comme l'avait dit très justement Eric tout à l'heure, de cette crise de Yantian. Bon, maintenant, ça va un petit peu mieux à Yantian. Les choses sont un peu plus, voire beaucoup plus compliquées à Nansha. Bref, c'est toute la zone sud-Chine de Shenzhen en ce moment qui est regardée de très près, parce qu'effectivement, même si on arrive à un retour à la normale sur les terminaux, on a une pénurie de conteneurs qui est flagrante aujourd'hui sur le Sud-Chine. Donc, mettez-vous dans la peau de ces opérateurs chinois. Ils ne voient pas ça forcément d'un très bon œil, une hyperinflation sur les taux de fret, parce qu'ils y voient du risque et ils y voient surtout une faiblesse pour eux dans leur capacité à sortir, j'insiste sur le mot, à évacuer de la marchandise. Parce que évacuer la marchandise, pour eux, c'est vital. Ils sont toujours dans cette logique de rattraper le temps perdu à cause de la pandémie et ils ont un tableau de marche à suivre. L'économie capitaliste chinoise reste une économie planifiée. Et les gens qui se sont tapés sur les doigts s'ils ne sont pas au rendez-vous à la bonne heure. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur un plan des tarifs, la détente ou l'atterrissage sur les points hauts,
le game changer peut venir des opérateurs chinois et principalement d'un opérateur qui s'appelle Costco, qui est quand même l'État chinois. D'accord. Et très rapidement, parce que le temps maintenant nous est compté, on peut s'attendre à un retour à la normale, d'après vous, à quel horizon? Ça va être très difficile pour le deuxième semestre. Je pense que sur un plan du service et sur un plan des prix, le deuxième semestre va rester quelque chose de compliqué. La crise est trop profonde pour qu'elle puisse se régler sur le deuxième semestre. Je m'aligne très volontiers sur les prévisions d'Éric sur du 9 à 10, 12 mois. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Bruno, vous êtes chargé de la supply chain chez Markem Images, et je voulais vous poser la question, au vu de ce qui a été décrit, des problèmes dans le maritime et dans l'aérien, quels ont été les impacts pour vous, pour votre propre supply chain? Oui, donc des impacts nombreux. Juste pour éclairer mon propos et pour bien comprendre, donc, nous sommes un fabricant de solutions pour le marquage et le codage des produits. Et nous avons des sites de fabrication qui sont répartis dans le monde entier. Chaque site étant spécialisé dans une technologie, le laser, le jet d'encre, si vous voulez. On a des échanges très, très réguliers, toutes les semaines, entre ces différents sites pour venir distribuer nos clients. Donc, on est un gros utilisateur de l'aérien, majoritairement. Tous nos flux sont traités en aérien. C'est 94% de nos flux sont traités aériens. Donc, comme l'ont expliqué les précédents intervenants, avec la chute des capacités disponibles en aérien qui s'est effondrée, nous, l'effet immédiat, ça a été un allongement de tous nos délais et bien sûr une augmentation des taux. On a vu des taux bondir jusqu'à plus de 400% sur certains axes. Donc, un des plus gros impacts pour nous a été l'augmentation très significative de notre budget transport, les taux aériens on est sur des taux élevés. Donc, ça a été très impacté tout au long de l'année 2020 et ça continue de l'être. En parallèle, nous sommes organisés avec différents transitaires avec des contrats tarifaires, avec des validités à l'année. Tous ces contrats sont tombés. S'agissant d'un cas de force majeure, tous nos contrats tarifaires ont été dénoncés, en tous les cas sur la partie taux de fret, et ça nous a obligés à devoir valider pour chaque opération le prix de l'expédition. Donc, en dehors de cette augmentation des coûts et des allongements, les principales conséquences pour nous, l'allongement de ce délai et, de fait, une augmentation de nos niveaux de stock. Mais également une charge supplémentaire pour nos opérations export, le temps de traitement des dossiers ayant été significativement augmenté par le fait de devoir demander ces demandes de cotation. D'accord. Alors, dans ce contexte, quelles sont les actions que vous avez mises en place pour faire face à cette situation? Alors, il était clair qu'il fallait absolument qu'on essaie de trouver des solutions pour limiter ces impacts quant au délai et quant au coût. Donc, on a assez rapidement travaillé sur un plan d'action. Quand on s'est rendu compte que la crise n'allait pas être une simple grippe, on se souvient tous de ça, on disait non, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Quelque chose qui ne devait pas durer, je pense qu'on est bien servi. Donc, pour compenser le manque de capacité lié à l'arrêt du trafic passager, ça, il est clair que je pense que d'ailleurs beaucoup de gens l'ont découvert. La majorité du fret avionné l'est dans des avions passagers. Et comme l'a expliqué Enrique, certaines compagnies ont adapté leur flotte pour compenser ce manque d'avions cargo, en convertissant des avions passagers, en retirant des sièges, en faisant des choses comme ça. Mais en parallèle, les transitaires eux-mêmes se sont organisés pour mettre en place des avions cargo. Ils ont mis en place des espèces de line-haul entre les différents pays. Et nous, on a décidé d'aller sur ces solutions-là pour nos axes les plus importants. Nos axes les plus importants, c'est tout ce qui est transatlantique, transpacifique. Et donc, ça nous a semblé une solution très intéressante. On a des envois hebdomadaires, il fallait absolument les rationaliser. Donc, et comme on devait
absolument avoir accès à la capacité, on a pris des engagements avec les transitaires, avec nos transitaires qui ont mis des programmes cargo en place, des engagements fermes sur les volumes à expédier, et en ayant la contrepartie de la garantie de bloquer l'espace dans ces avions cargo. Donc cette action-là, ça nous a permis vraiment de limiter l'allongement des lead times sur nos axes les plus importants, même si la fréquence de ces vols ne permet pas des rotations rapides, on est souvent sur des vols une fois par semaine, mais ça a vraiment limité l'impact délai et donc derrière l'impact stock. Vous savez que c'est des éléments chez nous, je pense dans toutes les sociétés qu'on surveille beaucoup, le niveau de stock, c'est des choses, fameux ITO qui est toujours scruté. Donc, ça a été vraiment la chose qu'on a mis en place pour les grands axes. Ça nous a aussi permis de nous affranchir des fluctuations quasi quotidiennes des taux de fret, et en ayant la possibilité de négocier des taux mensuels. C'est-à-dire sur les lignes avec les avions cargo, on est arrivé à avoir des taux bloqués pour un mois. Donc ça, c'était intéressant pour également stabiliser les impacts budgétaires. Alors après, il y a effectivement des destinations où on a moins de volume, où là, il n'y avait pas forcément d'avions cargo qui sont mis en place. Donc là, on passe par des demandes de cotation systématiques avec nos trois transitaires. L'objectif étant de pouvoir bénéficier des meilleures conditions du marché au moment de l'expédition. Et ça, en cela, pour nous, il était aussi primordial de pouvoir établir des prévisions d'expédition les plus précises possibles. Ça a aussi été mentionné, mais ça, c'est quelque chose d'important pour pouvoir fiabiliser les remises qu'on fait à nos transitaires et pouvoir bénéficier des meilleures opportunités du marché. D'accord. Alors, d'après vous, Bruno, comment vous envisagez la sortie de crise et à quelle échéance, selon vous, et quelles pourraient être les conséquences sur le moyen et le long terme de cette crise sur votre supply chain? Alors, la sortie de crise, ça, c'est un vaste sujet. On a l'impression que on voit venir ça, on nous dit fin d'année, ça devrait aller mieux. Enrique disait le programme été va être conséquent. En même temps, on entend des choses sur des variants qui arrivent. Donc, il y a quand même énormément d'incertitudes. Mais ça, c'est clair que le retour à une situation plus normale passera par le rétablissement des lignes passagères. Et ça, c'est conditionné directement aux conditions sanitaires de tous les pays. Donc, ça va prendre plusieurs mois. Nous, c'est clair qu'on n'attend pas d'amélioration positive pas avant l'été. Donc, on pense que l'été, avec le retour des programmes passagers, ça devrait aller mieux. Mais quoi qu'il en soit, jusqu'à la fin de l'année, ça va être compliqué. Par contre, ce qu'il est clair, c'est que cette crise va impacter durablement la façon dont sont traitées les expéditions. C'est le concept, Enrique disait, the new normal. Donc ça, c'est quelque chose que chez nous, on a complètement intégré. Et on a déterminé plusieurs axes de travail pour pérenniser nos expéditions dans le temps. Donc, avec cette crise, ça a paru que la gestion des quantités que nous remettons à nos transitaires, c'est devenu une évidence. On pense en effet que c'est plus possible de s'en remettre uniquement à la capacité de nos transitaires pour expédier. Je vous donne mon lot, débrouillez-vous, c'est votre problème. Non, il faut qu'on soit dans une approche beaucoup plus collaborative, il faut qu'on ait une gestion plus fine de nos expéditions. Donc nous, on a déjà initié un projet qui s'appelle le Space Allocation Programme, qui vise justement au management de ces volumes que nous remettons en fonction des espaces qui nous sont réservés auprès des compagnies. Il est clair que si vous avez une expédition de 4 tonnes et un allotement de 3 tonnes, vous ne pourrez jamais le faire correctement. Donc ça, c'est vraiment un projet très important chez nous qu'on a déjà initié. Également, ce qu'on souhaite, c'est améliorer les capacités de communication avec nos transitaires et aller pleinement dans des solutions digitales. Quand je dis digital, je parle vraiment d'un échange de data avec l'idée derrière d'anticiper la gestion des expéditions. Être beaucoup plus en préventif qu'en réactif. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui nous semble important. Et puis, un autre élément important,
c'est vraiment renforcer cette approche collaborative avec nos transitaires, en favorisant des solutions gagnant-gagnant avec eux. Hein, s'engage sur des volumes, ils s'engagent sur des tarifs, sur des services. Il y a une fiabilité. Ça, c'est vraiment des éléments importants. Et puis ensuite, d'autres éléments, explorer des opportunités de mutualisation du fret inter-entreprise. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et optimiser des value chains. D'accord. Eh ben, Voilà écoutez, très rapidement ce que je pouvais dire. Très rapidement, nous sommes pris par le temps. Il va falloir conclure. Eh ben, écoutez, merci à tous. Merci pour ces apports et ces éclairages que vous avez donnés sur cette crise qui, je pense, est une crise majeure. Merci bien. Merci de votre participation. C'était très, très enrichissant et très agréable. Et ben, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres conférences à la SITL. Merci, au revoir. Au revoir. Bientôt, au revoir. Au revoir.